Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Entreprendre et du Rêve. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à une note de lecture. Le livre dont nous allons parler s'appelle Rework. Il est paru en 2010 et il est resté pendant des mois sur la liste des best-sellers business du New York Times. J'ai découvert ce livre à l'occasion d'un congrès à Amsterdam en 2011 et je dois dire qu'à l'époque, la lecture de ces recettes pour certaines iconoclastes m'avait un peu interpellé. Le livre ayant été écrit en 2009, il m'a paru intéressant de faire cette note de lecture avec un recul d'une dizaine d'années. Cette vidéo va être structurée en 3 parties. La première va être consacrée à une brève présentation des auteurs, de leur parcours, de leur originalité. La seconde va être une présentation de la structure du livre avec un commentaire articulé en points forts, points faibles, et ce pour chacun des chapitres. Et pour finir, je donnerai un avis global avec des recommandations pour en tirer le meilleur pour vous et pour votre entreprise. Alors, commençons par les auteurs et par leur entreprise. En 1999, Jason Fried crée 37 Signals, qui est devenu en 2014 Basecamp, du nom de leur produit qui a le mieux réussi. Cette société, à l'origine, concevait des sites web, puis elle a rapidement développé sa propre solution en ligne de gestion de projet, le fameux Basecamp. C'était une solution simple, peu chère, qui a rapidement été adoptée par des centaines de milliers d'utilisateurs. Pour mémoire, en ce début 2019, la base d'utilisateurs se monte à pratiquement 3 millions. Dans la même veine, ils ont conçu HighRise, qui est une solution de CRM en ligne simple, puis Backpack, qui permet de mettre en place un intranet, et enfin Campfire, qui est une solution de messagerie collaborative. Cette société avait en 2009 une organisation très originale, puisqu'elle comprenait 15 personnes qui étaient réparties sur 8 villes et 2 continents. Fin 2018, l'équipe Basecamp comprend environ 50 personnes. Passons maintenant à la structure du livre. Alors ce livre est facile à lire, il comprend 200 pages, dont 100 pages d'illustrations. Il est organisé en 11 chapitres et une conclusion. Dès le premier chapitre, qui ne fait qu'une page, les auteurs annoncent clairement la couleur. Ils parlent de nouvelles réalités ou de réinventer le travail. Pourquoi pas? Le second chapitre est consacré au déboulonnage d'idées généralement admises. Si cette partie me paraît pertinente lorsqu'ils donnent des conseils tels que « n'écoutez pas ceux qui vous disent « dans la vraie vie ça ne marchera jamais » ou « ne pas vouloir grossir à tout prix » ou quand ils déboulonnent le mythe de celui qui travaille 14 heures par jour, voire plus. En revanche, leur conseil « laissez la planification au devin » est pour moi à prendre avec des pincettes. En effet, lorsqu'on planifie, on se trompe souvent, c'est clair. Mais planifier permet de prendre des décisions d'investissement et de mesurer les dérives pour réagir. Quand on est une entreprise de 10, 20 personnes, on peut peut-être se permettre de ne pas planifier. Et encore, au-delà, ça devient risqué. De même lorsqu'ils disent « apprendre de ses erreurs une idée surfaite ». N'ayant pas connu l'échec, ils ne savent pas comment un échec se vit et ce que l'on peut en tirer. J'ai personnellement connu un échec cuisant avec une de mes entreprises à cause d'une croissance mal maîtrisée, et croyez-moi, je m'en suis souvenu dans la suite de mon parcours d'entrepreneur. Le troisième chapitre est consacré au démarrage, avec des conseils pour ceux qui se lancent ou souhaiteraient se lancer, tels que « passez à l'action, testez votre idée, n'attendez pas » ou bien « prenez position, faites des choix tranchés pour sortir du lot ». On y trouve aussi une checklist dédiée à ce dont on a réellement besoin pour fonctionner, en sous-traitant ce qui peut l'être, en supprimant ce qui n'est pas indispensable, tels que les cartes de visite, les brochures imprimées, en partageant avec d'autres entreprises les locaux, les entrepôts, les outils de production. Pour moi, l'idée la plus intéressante à retenir est « faites des choix tranchés pour sortir du lot ». Il est clair que cela va passer ou ça va casser, mais si ça passe, vous ne le regretterez pas. Le quatrième chapitre est dédié à la progression. Quelques recommandations comme « bénissez vos contraintes »,« moins c'est mieux, alors élaguez », ou « les détails peuvent attendre », etc., etc. peuvent se résumer en « vous avez des moyens limités dans vos investissements, alors allez à l'essentiel et simplifiez ». Avec un recul de 10 ans, on peut constater que ce retour à l'essentiel est une des tendances de fond de la société pour la décennie 2010-2020. Regardez,
plutôt qu'acheter de nouvelles voitures avec toujours plus de sophistication. Beaucoup arrêtent d'acheter des voitures et se tournent vers les voitures en location sur des bornes, ou les services de type Blablacar, ou les transports en commun, ou en mélangeant les trois. Cette course ridicule vers le toujours plus d'eux est d'ailleurs notable quand on considère les dernières versions de logiciels tels que Word ou Excel, dont on utilise réellement à peine 5% des fonctionnalités. La cinquième partie traite de la productivité. Si les recommandations de ce chapitre sont souvent évidentes, il n'est pas inutile de les rappeler. Par exemple, ce que vous êtes en train de faire est-il vraiment utile? Les interruptions minent la productivité. Le mieux est l'ennemi du bien. Évitez les longues listes de tâches à accomplir. Prenez des petites décisions pour avancer. En revanche, une m'interpelle. Quand ils disent que les réunions sont toxiques, je ne suis pas d'accord. Si les mauvaises réunions, mal préparées, trop longues, trop fréquentes, sont toxiques, les réunions préparées avec un objectif clair et des décisions d'action sont non seulement utiles, mais indispensables, car elles permettent de confronter des opinions divergentes et d'essayer de les faire converger. Le sixième chapitre traite des concurrents. On note que certains conseils prodigués sont contradictoires, tels que d'un côté, ne vous occupez pas de vos concurrents, et de l'autre côté, cherchez la bagarre avec eux. D'autres conseils sont pour moi peu pertinents, tels que éviter de copier. L'humanité ayant progressé en copiant. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le niveau de créativité et d'inventivité qu'a atteint la Chine, alors que pendant des années, ce pays s'est contenté de copier les autres. En revanche, ce qui me paraît plus solide, c'est personnaliser votre offre pour vous démarquer de vos concurrents. Faites-en moins que vos concurrents. C'est vrai qu'on a souvent tendance à croire qu'il faut apporter plus que les concurrents, alors que souvent le client souhaite moins, plus simple, voire moins cher. Le septième chapitre traite de l'évolution de l'entreprise. On peut le résumer par savoir dire non aux clients qui demandent toujours plus, au risque de les voir vous quitter, en restant fidèle à un type de client plutôt qu'à des clients qui ont des besoins changeants. Selon moi, c'est un choix, c'est une option, mais ce n'est pas la seule. Un conseil qui me paraît en revanche très pertinent est de laisser mûrir ses bonnes idées avant de les appliquer. Le huitième chapitre est consacré à la pub et au marketing. Il présente quelques idées iconoclastes qui font du bien et propose des solutions simples. Commençons par les communiqués de presse sont des pourriels, ou bien oubliez les médias de masse. Je dirais une seule chose, ils ont raison. Bâtissez-vous une audience. Enseignez et partagez vos connaissances avec vos clients, vos prospects. Donnez un échantillon à vos prospects, puis les clients viendront. Nous voyons 10 ans plus tard à quel point ces conseils étaient pertinents. Nombre d'entreprises, petites ou grandes, ont adopté cette démarche pour leur plus grand profit. Le neuvième chapitre traite de l'embauche. On y trouve des recommandations telles que « faites-le d'abord vous-même » ou « n'embauchez que si vous y êtes forcé » ou « laissez filer les as », qui seront très utiles dans la première phase de développement d'une entreprise. Par exemple, vouloir recruter un as va souvent amener à créer un poste sur mesure qui n'est pas forcément adapté aux réels besoins de l'entreprise. En revanche, des avis tels que « les CV sont ridicules » ou « peu importe les années d'expérience » me paraissent beaucoup plus sujets à caution. Il est vrai que les CV sont quasiment tous plus ou moins bidonnés, le plus souvent en modifiant les périodes de travail pour masquer les périodes d'inactivité, ce qui n'est somme toute pas très grave. Mais un CV, surtout chez un candidat qui a 10 ans d'expérience ou beaucoup plus, permet de comprendre s'il y a une cohérence ou pas dans son parcours. Je voudrais aussi rebondir sur les années d'expérience. Les années d'expérience des candidats ont un intérêt majeur, car elles permettent d'intégrer des personnes qui ont vu et vécu d'autres contextes, et ils vont généralement apporter cette connaissance et cet autre regard à l'entreprise qu'ils intègrent. Le 10e chapitre est consacré à limiter les dégâts. Quelques recettes de bon sens, mais souvent oubliées, telles que le chef d'entreprise doit annoncer lui-même les mauvaises nouvelles, ou répondez rapidement à un problème remonté par un client. N'hésitez pas à présenter vos excuses, et là l'entrepreneur doit montrer l'exemple. S'il agit de cette manière, les collaborateurs de l'entreprise feront de même, et les problèmes ne seront pas glissés sous le tapis, ce qui ne ferait que les amplifier jusqu'au jour où ils exploseront. Le 11e chapitre s'intéresse à la culture d'entreprise. C'est vrai, ils ont raison, on ne crée pas une culture d'entreprise autour d'un repas de Noël ou d'un week-end de canyoning ou de yoga à la campagne tous les 2 ans. Et beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à l'oublier.
Une entreprise, cela met des années à se construire, avec des petits gestes tels que faire confiance, permettre aux collaborateurs de prendre des décisions sans devoir demander l'aval de la hiérarchie, pardonner les erreurs, ou en évitant le « allez, dès que possible », car cela ruine la notion de priorité et déboussole les équipes. Après cette brève analyse critique des chapitres du livre, passons maintenant à un point de vue global sur l'ouvrage. Alors, je perçois Jason Fried à mi-chemin entre un entrepreneur et un gourou qui publie des ouvrages, anime des conférences, ce qui n'est pas donné à tout le monde. On sent le plaisir qu'ont pris les auteurs à écrire cet ouvrage, qui n'est d'ailleurs pas le seul qu'ils aient publié. Rappelons-nous que 2000-2010, c'est la période qui a suivi l'explosion de la bulle Internet, où sont apparues des sociétés sérieuses avec des offres de type Software as a Service, qui ont profondément modifié le monde des technos de l'information en repensant le mode de distribution. Ils étaient, lors de la parution, considérés comme des demi-dieux dans le monde des sociétés de services dédiées à l'Internet. Pour moi, cet ouvrage est plus destiné aux futurs entrepreneurs ou aux entrepreneurs dans la première phase de leur aventure, disons pendant les 2-3 premières années. Voyons maintenant ce que je trouve réducteur, voire dangereux. Les recommandations des auteurs du livre sont basées sur une expérience de 10 ans, de 1999 à 2009, l'année de rédaction de l'ouvrage. 10 ans, ce n'est pas énorme. Ils n'ont pas vécu et encore moins intégré tout ce qu'il peut y avoir de chaotique dans une vie d'entrepreneur. Quand ils considèrent qu'un financement externe est inutile, ce qui reste d'ailleurs à prouver, ils oublient de dire que la société de capital risque de Jeff Bezos est entrée en 2004 dans leur propre société. Ou alors, ils sous-entendent que cela ne leur a rien rapporté et qu'ils auraient dû s'abstenir, ce qui est injuste car on ne me fera pas croire qu'annoncer l'entrée de Jeff Bezos au capital d'une petite entreprise n'a pas d'effet accélérateur. En revanche, ce que je trouve percutant, voire inspirant. Honnêtement, peu d'entre nous ont acquis, après seulement 10 ans d'expérience, un tel regard distancié sur l'entreprise. Et ça, c'est déjà pas mal. Je résumerai cet ouvrage par 3 mots-clés. Osez. Osez aller à l'encontre des opinions de votre entourage. Osez ne pas répondre à certaines demandes de vos clients. Osez maintenir vos décisions de changement, même si cela heurte vos équipes, qui, comme toute équipe, n'aiment pas le changement. Frugalité. Se priver de tout ce qui n'est pas indispensable, de ce qui fait seulement plaisir à l'ego du dirigeant. Mais attention, il ne faut pas non plus tomber dans la radinerie. Simplification. Ne pas chercher à produire des usines à gaz, revenir au cœur du problème du client et lui proposer une solution originale qui offre ce dont il a besoin, mais pas plus. Quand Dyson révolutionne le marché des aspirateurs ou des sèche-mains, il ne fait pas de ses produits une usine à gaz. En conclusion, je dirais que, au-delà de cette note de lecture, le livre mérite d'être lu et relu. Cela ne vous prendra, selon le type de lecteur que vous êtes, que de 2 à quelques heures. Vous pourrez aussi ensuite le picorer, revenir sur un point ou sur un autre. Challengez-vous à l'aune de ce qui est dit, vous ne perdrez pas votre temps. Mais surtout, ne prenez pas tout ce qui est dans cet ouvrage pour argent comptant, car cela ne correspond pas forcément à votre personnalité, et cela peut, dans certains cas, être risqué. Voilà, j'en ai terminé avec cette note de lecture. J'espère qu'elle vous aura incité à lire cet ouvrage. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée. Au revoir.